Up, bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Mon nom est Claudia et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage. À travers des épisodes solo ou avec invités, en français and in English, attends-toi à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel et tout ce qui peut t'aider à vivre une vie awesome, épanouie selon tes termes. I am honored and so grateful that you're here. Merci de partager le podcast en grand nombre, de t'y abonner et de laisser 5 étoiles et un review sur ta plateforme d'écoute préférée. All right, let's dive in dans la nouvelle conversation de la semaine et merci encore d'être à l'écoute. You're awesome. All right. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Si vous n'êtes pas en super pleine forme aujourd'hui, je suis pas inquiète que la conversation va vous donner des bons trucs, une belle inspiration parce que je suis avec une invitée absolument exceptionnelle que j'ai rencontrée lors du dernier congrès de la santé intégrative qui a eu lieu en janvier. C'est la deuxième édition, donc janvier 2024, là maintenant janvier 2025, où est-ce qu'elle faisait une conférence avec un titre, on va le nommer tantôt, mais vous allez tout faire comme « Oh mon Dieu, c'est ça que je veux savoir! » Alors, quand je l'ai écouté, c'est exactement ce que je me disais, que moi, personnellement, à 34 ans, j'étais très contente d'apprendre ça, d'aller plus en profondeur sur ce sujet-là, entre guillemets, d'avance, et que la plupart de mes clientes qui sont dans cette phase-là de leur vie devaient écouter puis entendre puis apprendre de cette conférencière-là. Donc, Véronique, je te souhaite la bienvenue sur le podcast. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci, Claudia. Ça fait plaisir d'être ici. Fait que c'est ça, toi, ta conférence s'appelait « Pourquoi diable on engraisse pendant la ménopause ?» Je paraphrase, c'est peut-être pas ça exactement, là, mais c'est sûr que c'est un titre très accrocheur. Il y avait beaucoup de monde dans la salle. On était à l'écoute, les oreilles grandes ouvertes, parce qu'effectivement, c'est des choses que les femmes vivent, que moi, je n'ai pas encore vécu, bien sûr, parce que j'ai 34 ans. Par contre, puis si tu pourras nous en jaser, je pense que qu'est-ce qu'on fait dans notre trentaine aussi peut avoir quand même une influence sur notre préménopause et la ménopause. Et aussi, comme je te disais d'entrée de jeu avant qu'on enregistre, j'ai beaucoup de clientes et de femmes qui écoutent le podcast qui sont dans ces phases-là, qui sont intéressantes pour utiliser un mot que j'aime bien utiliser. Donc, on va pouvoir tout rentrer là-dedans. Mais avant ça, parle-nous un petit peu de toi. Tu sais, toi, t'es naturopathe. Je sais que tu as une grande expérience aussi avec tout ce qui est phytothérapie, herboristerie, etc. Donc, tu amènes cette belle panoplie-là de modalités, de connaissances, d'expériences dans la santé intégrative. Fait que parle-nous un petit peu de ton parcours puis qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui à nous jaser sur le podcast. Oui, donc effectivement, Claudia, je suis naturopathe agréée, je suis herboriste clinicienne, ça fait 27 ans que je fais ce métier-là, donc c'est pas ma deuxième carrière, j'ai fait ça toute ma vie, disons là. Mais c'est j'ai cool, 48 ans aujourd'hui, donc je veux pas te couper là, mais tu sais la naturopathie il y a 27 ans, on en parlait moins qu'aujourd'hui, tu sais, fait que t'as vraiment été, je pense, une pionnière là-dedans, puis vraiment l'expérience du métier qui est des fois même encore mal compris, c'est quoi, il y a les naturothérapies, les naturopathes, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, qui sont formés, qui sont pas formés, tu sais, fait qu'on a vraiment affaire à quelqu'un d'expérience depuis longtemps, puis de très, très bonnes connaissances, là, puis passionné aussi, là. Effectivement, le statut de naturopathie est pas très clair au Québec. Là, comme on n'a pas de reconnaissance, là, on milite depuis 1984 à faire reconnaître, puis il y a des oppositions, tout ça, c'est pas si simple ici, comparativement à d'autres provinces du Canada où ils ont des ordres professionnels et tout ça. Donc, effectivement, au Québec, la naturopathie, elle est moins bien connue, elle est moins encadrée aussi. Donc, je veux dire, il y a des désavantages là-dedans, hein, dans le sens où tout le monde peut prendre le titre, puis c'est ça, on peut faire de l'usurpation de titres et tout ça. Mais oui, moi, ça fait, donc c'est ça, 27 ans que j'ai décidé de me dédier à la naturopathie. Donc, naturopathie, on peut dire grosso modo un expert des habitudes de vie, on peut dire ça comme ça. Donc, on va favoriser... on va miser fort sur les facteurs naturels de santé. Donc, ça va inclure une alimentation. Ça va rejoindre aussi ton expertise, Claudia. Donc, tout ce qui est activité physique, hein, tout ce qui est qualité de vie globale, gestion de stress, qualité du sommeil. Donc, on regarde tous ces aspects-là. Puis, dans mon parcours professionnel, d'abord, j'ai été herboriste clinicienne, phytopraticienne diplômée de l'Académie de phytothérapie du Canada. Puis ceux qui sont pas familiers avec ces termes-là, pourrais-tu nous définir herboristerie, phytothérapie?
Oui, en fait, c'est de se concentrer surtout sur les plantes médicinales. Donc, étudier les plantes, étudier leurs principes actifs, regarder leurs particularités, puis c'est ça, de travailler avec, oui, tisane, mais ça peut être des suppléments, ça peut être, bon, il y a différentes choses qu'on peut faire avec les plantes, mais les plantes, c'est aussi l'assiette, hein, parce qu'on on mange beaucoup végétal, donc c'est regarder cet aspect-là en santé. Donc, 27 ans de carrière en arrière de la cravate avec une passion sans cesse renouvelée par rapport aux hormones. L'univers des hormones, moi, quand je me suis installée dans les années 90 dans mon premier cours d'endocrino en biologie, physiologie, là, le professeur, dès qu'il a commencé à expliquer toute cette cascade-là, puis tous les effets métaboliques, de grandes régulations métaboliques que tiennent nos hormones, ben, j'ai eu un coup de cœur et j'ai vite compris que si je voulais comprendre le corps, comprendre la physiologie, je pouvais pas le faire sans devenir experte en hormones. Donc, j'ai misé vraiment toutes mes études avec cette passion-là. Donc, j'ai fait énormément de recherches. Puis, on aura la chance d'en parler aussi. Je continue de faire de l'éducation autant au grand public qu'aux professionnels de la santé dans ce domaine-là. J'ai une collègue médecin que j'adore, avec qui on a une approche intégrative fort intéressante. C'est très florissant aussi, cette montée-là, comme on s'est rencontrés dans le congrès de santé intégrative. Donc, d'avoir une vision, d'intégrer d'autres approches, tu sais, pour bonifier l'expérience client aussi, hein, l'expérience du participant. Donc, j'ai à cœur l'univers des hormones, puis j'ai aussi développé en cours de route, c'était pas écrit dans le ciel pour moi, mais en cours de route, je me suis intéressée à l'accompagnement des gens qui sont confrontés au cancer, parce qu'il y avait pas beaucoup d'offres de services dans ce domaine-là. C'est important pour moi de répondre à ce besoin-là, d'optimiser la qualité de vie pendant le passage en oncologie. Mais bon, là aujourd'hui, on parle pas de cancer, on va parler surtout de modulation hormonale. Et on va regarder, effectivement, on peut éplucher un petit peu là, la conférence que j'ai offerte en janvier dernier. Ce qui, le titre, tu l'avais très, très bien. Hein? Pourquoi diable engraisse-t-on en périménopause? Et c'est un cours de physiologie, en fait, de physiologie hormonale. Donc, je vais vulgariser quand même aujourd'hui. Je vais répondre à tes questions, Claudia. Mais c'est une préoccupation pour l'ensemble des femmes. C'est sûr que les femmes qui ont lutté, tu sais, au cours de leur vie avec des changements de poids, elles anticipent peut-être de façon plus négative ces transitions-là hormonales au niveau de la périménopause. Mais les femmes qui ont jamais eu, en fait, qui ont toujours eu un poids stable, c'est pas indiqué dans le ciel non plus que ça commencera pas à bouger parce que, comme je le disais en entrée de jeu, hein, les hormones sont des régulateurs de santé, ce sont des grands régulateurs métaboliques. Puis la baisse en hormones se traduit par des changements globaux et qui vont se traduire aussi par un épaississement de la bédaine pour multiples raisons et des choses qui sont bien sûr modifiables. Il y a un passage obligé aussi et il y a un gain de fonction qui vient avec un petit surplus de poids aussi. Donc ça demande disons de regarder ce qui est réel dans cette possibilité-là de gestion de poids. C'est tous les jours que j'entends des clientes me dire, écoute, Véronique, on se connaît, ça fait longtemps que tu me suis, tu sais, j'ai rien changé, là. J'ai vraiment rien changé. Je fais la même affaire qu'avant, là. Je m'entraîne comme avant, je mange la même affaire, puis je viens de prendre 15 livres, là, tu sais. Puis de dire, ouais, c'est un piège de penser que le corps ne change pas, puis que d'opter pour les mêmes habitudes de vie, même si elles semblent bénéfiques, que nécessairement on va obtenir toujours les mêmes résultats. Parce qu'en période de périménopause, les hormones, comme elles baissent, ça amène énormément de changements. Je pense qu'il y a plein de femmes qui ont levé les deux mains quand elles t'entendent dire ça. C'est comme je fais tout, la même affaire, j'ai pas rien changé et j'ai des résultats différents, je prends du poids, etc. Ce que je faisais avant, bref, ne fonctionne plus maintenant, tu sais. Puis on va rentrer là-dedans aussi le pourquoi du comment. Mais mettons qu'on y va en ordre chronologique. S'il y a des femmes à l'écoute en ce moment qui sont plus jeunes, genre moi, là, tu sais, début trentaine, on sait que ça s'en vient. Je trouve ça super qu'il y a de plus en plus de conversations aussi sur le sujet. C'est moins tabou d'en parler aussi. Il y a plus d'éducation aussi avec des personnes comme toi, entre autres, avec beaucoup de ressources et tout. Fait que moi, je trouve ça génial pour moi personnellement.
Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut garder en tête pour se donner toutes les chances de notre bord, mettons, pour avoir ce passage-là qui est fait de façon un petit peu plus fluide, avec peut-être moins de symptômes, peut-être moins de gain de poids aussi, tu sais. Je comprends là qu'il y a un aspect qu'on peut pas prévoir, puis ça se peut que même si tu as eu un poids santé toute ta vie, tu engraisses quand même ou tu as quand même des gros symptômes de préménopause. Mais est-ce qu'il y a des choses qu'on peut déjà faire pour, encore une fois, se donner le plus de chances de notre bord, que ça soit pas trop pire, là, tu sais? Oui, ben, c'est une très grosse question que tu poses, Claudia. Je peux te donner une réponse pendant 4 heures de temps, puis j'aurais pas fini. Mais effectivement, c'est pas. Oui, c'est un passage obligé, cette périménopause-là. Hein? Donc, c'est vécu de façon naturelle parce qu'à un certain âge, bon, il y a une perte de fonction ovarienne où ça peut être provoqué de façon chirurgicale, bien sûr, ou de façon médicamenteuse, suite à un traitement, entre autres, de cancer, des conditions comme ça. Mais toute femme va vivre. C'est écrit dans le ciel, là, selon mes statistiques, 100%. On passe par confirmé, là. On passe par là. Bon gré, mal gré, c'est devant nous. Fait que c'est de regarder, en fait, ce passage-là, mais d'être capable de s'adapter. Fait que c'est sûr que si on a en guillemets un peu la chance ou en tout cas l'opportunité d'entrer naturellement dans cette période-là, donc le corps va être beaucoup moins choqué, va être moins provoqué par la chute d'hormones comparativement à une femme qui se retrouve catapultée en ménopause suite à une chirurgie, par exemple. Puis le gain de poids va être plus important aussi. Hein, les femmes qui ont soit une insuffisance ovarienne précoce, donc un arrêt de menstruation, puis une ménopause précoce à l'âge de 40 ans, ou une femme qui a eu une ovariectomie, donc un retrait des ovaires, a 50% plus de chances de développer une obésité qu'une femme qui rentre en périménopause de façon naturelle. Okay. Mais personne n'est condamné à prendre 60 livres, 70 livres. Hein. Il y a un petit gain qui vient, en fait, un 5, 10, 15 livres, qui est un peu un passage obligé, puis qui fait... qui dérange quand même parce qu'on a un statut, disons, assez établi sur c'est quoi la silhouette, là, puis le rapport de soi à soi aussi, hein, dans son confort. Personne ne veut se voir engraisser, mais il y a un petit gain de poids qui est bénéfique pour remplir plein de fonctions de protection de santé. Mais au-delà de ce gain-là, ben oui, c'est pas quelque chose qui est immuable, c'est quelque chose sur lequel on peut travailler. Fait qu'il faut être capable d'adapter son mode de vie à sa réalité. Et la réalité, elle est individuelle pour chacune de nous. Donc, Claudia, mes recommandations ou mon encadrement ne serait pas nécessairement le même que pour ta cousine ou ta voisine ou ta sœur, par exemple. Donc, il y a beaucoup de changements qui se passent dans cette période-là. Et comme tu le dis, c'est pas parce qu'on est début trentaine que, on se sent peut-être éternel, là, début trentaine, en disant, la ménopause, c'est pas pour tout de suite, là, j'étais à mon prime, tout va super bien, mon corps répond bien, même si je fais des excès, je suis capable de récupérer, Bon, c'est extraordinaire, bravo, mais ceci n'est pas éternel, je suis désolée. Le métabolisme change. Va changer et avec la chute des hormones, le métabolisme va ralentir. Et ça débute autour de 35 ans. C'est pas un calendrier qui est établi pour toutes les femmes. Il y a des femmes qui ont des métabolismes qui sont plus résistants, disons, au changement. Puis il y a des femmes qui déjà, fin vingtaine, après peut-être 1-2 grossesses, vont sentir que, le corps répond plus de la même façon aux mêmes habitudes de vie. Donc, à partir de 35 ans, on commence à noter que doucement, c'est le début de la périménopause. On est vraiment au début. Mais absolument, c'est là que les femmes vont dire, écoute, j'ai un syndrome prémenstruel qui est un petit peu plus en dents de scie qu'avant. Puis là, on se l'explique parce qu'on est fatigué, parce qu'on a une carrière, parce qu'on a des enfants. Hein? Ouais. Hein? Puis oui, c'est vrai qu'on est beaucoup exposé au stress, au facteur de stress, qui est un saboteur d'équilibre hormonal, je veux dire, à 100%. Mais à partir de 35 ans jusqu'à 50 ans, une femme va perdre 75% de production de progestérone puis 35% de production d'estrogène. Fait que ça commence doucement. Mais ces hormones-là, c'est ce qui régule mon métabolisme. Ma capacité, par exemple, mon estrogène, c'est elle qui est un coupe-faim.
Fait qu'on va le noter, quand on est encore menstrué de façon régulière, ben, on est inégal face à l'assiette, puis face à l'appétit, à la satiété, tout dépendamment si on est en première phase, donc phase folliculaire, où je vais faire maturer mon ovule, comparativement à quand je suis pour être menstruée 2-3 jours avant, où ce que là, ben, j'ai plus de fond, je grignote, j'ai faim, je suis pas satisfaite, je me relève, je regrignote, là, puis c'est ça, la satiété, elle est moins au rendez-vous. Fait que nos hormones sont des grands régulateurs à ce niveau-là. Fait que quand j'arrive 35 ans, je commence à faire des petits cycles comme ça où je vais pas ovuler. Même si je suis menstruée de façon régulière, même si je note pas de grands impacts, je fais ben c'est comme ça, c'est inscrit dans le ciel qu'une femme progressivement va perdre des capacités d'ovulation. Fait que ça commence autour de 35 ans et quand je n'ovule pas, ben je ne peux pas faire de progestérone. Et c'est toutes les hormones, Claudia, elles travaillent en communauté. Moi, j'aime appeler ça une communauté tissée serrée. Mais on peut prendre quand même des petits couples là-dedans, même si toutes les hormones interagissent. Il y a un couple qui s'appelle estrogène-progestérone, que les deux doivent se respecter. Donc, il y a un moment où on est sous l'influence de l'estrogène, puis ça amène vraiment beaucoup de bénéfices santé. Puis il y a un moment où on doit être dans le mois après l'ovulation, on veut ovuler. Donc, on est sous la gouverne de la progestérone, puis ça amène d'autres capacités physiologiques ou stabilité mentale ou gestion de stress différents. Fait que quand je commence à 35 ans à commencer à sauter des cycles d'ovulation, ben à ce moment-là, je n'ai pas la progestérone qui participe à venir équilibrer. Fait que c'est une condition qui j'ai pas une boule de cristal là, mais je veux dire 100% des femmes là, je dis c'est écrit, oui, on n'arrive pas en ménopause du jour au lendemain que t'as ovulé le mois d'avant puis là t'ovules plus pour le restant de tes jours, c'est un continuum progressif. Donc il commence à avoir un déséquilibre. Je continue de faire de l'estrogène, mais là, des fois, ici et là, je n'ovule pas, donc je n'ai plus de participation de progestérone. Ou une femme qui est sous anovulant aussi, là, on peut l'inclure là-dedans. Donc, elle n'ovule pas, c'est un anovulant. Donc, il y a des hormones qui ne participent pas. Et ça fait un décalage. Et c'est une condition que tu as probablement déjà parlé à propos de ça, ou en tout cas, tes auditrices ont sûrement lu là-dessus s'ils sont intéressés à tout ce qui est hormonal. C'est ce qu'on appelle la dominance estrogénique. Une dominance estrogénique, c'est juste ça veut pas dire un excès d'estrogène, donc des fois, il faut remettre ça au clair. À partir de 35 ans, je fais un décrescendo d'hormones, donc j'en ai pas pour vendre au coin de la rue avec une limonade, là. J'en ai plus. Doucement, j'en fais de moins en moins, mais l'écart entre l'estrogène qui demeure, disons, plus dans une production, disons, plus constante, la chute, elle est adoucie, versus la progestérone qui, des fois, est carrément absente de ce mois-ci, crée cette dominance-là où mes récepteurs vont être sous l'influence essentielle de mon estrogène. Et c'est dans ces situations-là qu'on va voir 95% et plus de tous les symptômes, que ça va être, la rétention d'eau, la progestérone, c'est une diurétique. Donc, quand elle est pas là, c'est comme, j'ai la bédaine un petit peu plus gonflée, j'ai les cuisses qui se touchent, là, tu sais, j'ai les seins qui veulent exploser, je vais avoir les chevilles qui sont plus enflées. C'est dans cette condition-là que va aussi dans la quarantaine où on commence à remarquer j'ai des menstruations de plus en plus abondantes, puis on vient de me diagnostiquer un fibrome par exemple. Fait que le fibrome, c'est une espèce d'éponge à estrogène. Donc tant que je fais de l'estrogène, je peux faire grossir cet espace-là, ce tissu-là. Puis, quand c'est le temps d'être menstrué, il arrache. Donc, ça me donne des méga menstruations. C'est comme si j'ai plusieurs utérus qui saignent là, en même temps. Et ça, c'est par déficit de progestérone. Puis, le fibrome, ça fait une petite saillie. C'est comme un petit œuf qu'on a, qui peut grossir, puis il peut donner une petite silhouette de petite bédaine aussi. Puis le SPM aussi, l'irritabilité, les nuits de sommeil qui peuvent commencer à être entrecoupées de quelques micro-réveils. Bon, à 35 ans, c'est pas des grosses bouffées de chaleur qui nous réveillent, là, mais des fois, c'est le facteur stress ou des petits réveils anxieux, des choses comme ça. Bon, des fois, ça peut être un pipi aussi, mais ça vient avec l'âge, ça augmente avec l'âge. Mais quand on a eu des enfants assez jeunes, on peut le noter aussi. Donc, à 35 ans, on commence à embarquer dans ce flot-là des changements hormonaux, puis ça se traduit par le 3/4 des symptômes et plus là, qu'une femme va se plaindre ou va mentionner tout ça. Fait que c'est vraiment un début de déséquilibre qui va juste s'amplifier, tout simplement. Donc, quand on arrive dans la quarantaine,
Ah, ben là, ma dominance, elle est encore plus marquée parce que j'ovule de moins en moins. Puis quand j'arrive dans la cinquantaine, ben souvent, là, les deux hormones sont commencent à être vraiment moins sollicitées, hein. Il y a moins de travailleurs dans les ovaires pour faire le travail. Donc là, j'entre doucement dans la ménopause. Donc, ménopause, c'est vraiment quand ça fait une année que je n'ai pas de menstruation, puis que j'ai des petites hormones cérébrales là, qui surchauffent, là. Donc, on fait une petite prise de sang, puis le médecin peut officialiser ce qu'on pense. Hein? On va recevoir notre chandail, notre étiquette de ménopause. Là, hein? Oui, c'est ça. Check. Donc, oui, check. Je suis rendue là, c'est ça. Donc, quand on veut se prémunir, il y a des petits bijoux, mais c'est pas simple. Dans le sens où je le disais tantôt, hein, le stress, c'est le saboteur hormonal numéro 1. OK? Le cerveau, en fait, dans le monde du vivant, dans le monde de la biologie, là, ce qu'on note, c'est que les organismes vivants fonctionnent sous 2 programmes. Le premier programme, c'est assurer sa survie, puis le deuxième, c'est reproduire l'espèce, si possible. Okay? Et tant que le premier programme, qui est assurer sa survie, n'est pas satisfait, il y a une incapacité de reproduire l'espèce. Et là, on entend là-dedans que, bon, il faut un équilibre hormonal, donc, pour reproduire l'espèce. Donc, tant qu'une femme va vivre à fond, mon Léon, dans le stress, quand elle va vivre une vie de cortisol, donc c'est le cortisol, hein, l'hormone qui répond aux facteurs de stress auxquels on est exposé, mais tant que j'ai du cortisol qui circule, je ne permets pas l'équilibre hormonal. Et ça, le cortisol est fabriqué par les glandes surrénales. Et les glandes surrénales, quand j'arrive en ménopause, ce sont elles qui sont une bouée de sauvetage pour me donner un minimum, pas une grande quantité, mais un minimum d'hormones précurseurs avec lesquelles je peux adoucir ce passage-là, puis adoucir les symptômes. Fait que le défi des femmes dans la trentaine, puis on dirait que c'est contre-productif, ce que je vais vous dire, là. Surtout dans notre société, c'est de gérer son stress, puis de se ménager. Mais quand alors on a que dans le trentaine, on est comme go, les projets, l'ambition, les enfants, là. Ouais. Mais ça, c'est une clé parce qu'en fait, on peut se faire surprendre par l'étendue des symptômes de la ménopause, mais ça se prévient. Si j'ai ménagé mes glandes surrénales, ce passage-là peut se faire entre le mur et la peinture. Mais ça, c'est si j'ai été vraiment sage. Mais je veux dire, je suis pas un exemple non plus, là, Claudia, là. Écoute, là, tu sais, moi j'ai vécu 10 vies dans une vie, là, puis ma trentaine, ça a été de l'expansion, ma quarantaine encore plus d'expansion. Donc je peux pas me plaindre de mes symptômes, je les ai achetés, je les ai mis dans mon panier, là, tu sais, à chaque fois que je m'exposais à du stress chronique. Mais c'est quand même la clé du succès, c'est de prévoir que dans 10 ans, dans 15 ans, j'ai besoin d'avoir des surrénales disponibles. Donc, si je les ai sursollicitées parce que j'ai vécu énormément de stress, ben il y a des chances que ce passage-là écorche. Et puis ça, c'est pas une boule de cristal, là. Je veux dire, c'est une prise de conscience, puis c'est un fait établi. Donc, fait que dans la trentaine, puis la quarantaine aussi, à partir de 30 ans, de commencer à considérer ça c'est important. C'est vraiment très important. Après ça, bon, on peut bien sûr parler de l'assiette. C'est un facteur, l'alimentation, c'est un facteur essentiel de santé, c'est un grand déterminant. On peut pas passer à côté, on peut pas penser qu'on peut, même si adolescent, on peut manger n'importe quoi puis ça paraît pas, hein, parce qu'on a le métabolisme vraiment fort, on a nos hormones qui sont au maximum, donc on est capable d'auto-réguler assez facilement. Mais l'assiette de ma vingtaine, des fois dans la trentaine, elle peut être assez similaire, tout dépendamment, des prédispositions génétiques, je te dirais. Mais quand j'arrive 35, puis que là, j'ai un petit décrescendo progressif de mes hormones, ben les femmes vont le noter, hein, vont dire tabarouette, tu sais, on dirait que ma petite bédaine, ben elle rentre plus, tu sais, ou elle pop out assez facilement, tu sais. Ouais. Puis dans la quarantaine, puis dans la cinquantaine, ça devient encore plus évident, hein. Il y a une prise de poids qui, selon les statistiques, là, peut prendre jusqu'à la soixantaine. Puis après ça, il y a ce qu'on appelle la post-ménopause où les choses s'autorégulent. Et là, il y a une possibilité de perdre ce poids-là. Mais le poids est
bon, il y a un passage obligé parce que quand mes ovaires vont freiner ou rentrer en retraite, disons, par rapport à leur production d'hormones, oui, j'ai mes surrénales qui sont ma bouée de sauvetage, mais j'ai le tissu adipeux qui me permet de fabriquer des estrogènes. Et c'est ce qui fait que, physiologiquement parlant, toutes les femmes vont vivre une prise de poids, mais il y a une portion de cette prise de poids-là, donc comme je le disais tantôt, le 5, 10, 15 livres, qui est vraiment bénéfique. Parce que mon estrogène, on a malheureusement peut-être une idée erronée de cette hormone-là. Hein? On la craint, cette hormone-là. On entend surtout les méfaits de l'estrogène en pensant que, bon, tu sais, ça induit des cancers, puis bon. Mais c'est une hormone qui est vraiment indispensable et c'est elle qui est la clé, en fait, du maintien du poids. Tant que tu maintiens ton estrogène, tu vas maintenir ton métabolisme, tu vas maintenir tes muscles qui sont hyper gourmands de sucre. Hein? Donc, c'est tes muscles qui vont être capables, avec ton métabolisme, tes cellules, de venir brûler ton assiette, puis de prendre ce carburant-là, puis de le transformer en énergie et non en stockage. C'est ça. Donc, c'est ton estrogène qui va te permettre, il y a la testostérone aussi qui est importante chez la femme, on en parle un peu moins parce que on a l'impression que c'est un petit peu plus une hormone masculinisante, mais hyper importante, mais c'est notre estrogène qui doit être quand même dominante par rapport à la testostérone. Puis ensemble, ces hormones-là, donc, donnent la force musculaire, va garder le métabolisme actif, va être capable de brûler mon assiette, va être capable de la transformer en énergie. C'est également l'estrogène qui vient réguler ma réponse au sucre, dans le sens où si à 20 ans, je mange un gâteau au chocolat puis que ça paraît pas, le même morceau de gâteau au chocolat à 45, à 47, c'est comme, on dirait que ça passe pas de la même façon. Parce que j'ai besoin d'estrogène pour mieux stabiliser ma glycémie, pour être capable de fabriquer, de synthétiser mon insuline, qui est mon transporteur de sucre. Donc, je prends ce sucre-là que j'ai grignoté, qui se retrouve dans mon sang, puis que je l'emmène dans les cellules pour le transformer en énergie. Mais ça requiert l'insuline, mais l'insuline, elle est dépendante de l'estrogène. Donc, on peut pas penser... Puis, tu sais, ça c'est une portion là, tu sais, de la conférence que j'ai donnée. Mais c'est ce qui nous amène, en fait, à réfléchir sur je suis inégale face à l'assiette. Que j'ai 20 ans, que j'ai 30 ans, que j'en ai 40 ou que j'en ai 60, 70. Parce que ce déclin-là d'hormones ne me donne pas les mêmes capacités de transformer le contenu. Donc, on va devoir faire une révision alimentaire. C'est sûr qu'une femme qui est plus active versus une femme qui est plus sédentaire n'aura pas les mêmes besoins non plus. C'est aussi, comme je le disais tantôt, je l'ai mentionné, l'estrogène, c'est le coupe-faim. Donc, il y a ça aussi. C'est pas simple de travailler la faim ou les désordres alimentaires. C'est vraiment complexe. Mais l'estrogène va travailler tant au niveau central, donc au niveau vraiment du système nerveux central, mais aussi des organes en périphérie qui régulent l'appétit. Donc, quand j'ai ma baisse d'estrogène, c'est pour ça qu'avant d'être menstruée, quand les hormones ont quitté le navire, je grignote, puis mon Dieu, j'ai plus de fond, là. Ça donne un petit indice, en fait. Tes 2-3 jours avant d'être menstruée, ça peut ressembler à ça de ta périménopause si tu gardes le même beat, si tu fais exactement la même chose. Fait que là, à vous de vous auto-observer, de dire comment je me sens dans ces 3 jours-là? Est-ce que je me vois vivre des années dans cet état-là? Si la réponse est non, occupez-vous de vos habitudes de vie. Donc, il faut remodifier. Donc, l'assiette, le degré d'activité physique. Et là, il y a souvent de la frustration. Parce que, comme je le disais tantôt, il y a un passage obligé d'un petit gain de poids. Et c'est un gain de poids bénéfique pour la santé. Okay? Donc, c'est mon tissu adipeux abdominal qui va fabriquer un minimum d'estrogène pour garder, entre autres, ma santé cognitive optimale, ma santé cardiovasculaire optimale, la qualité de ma peau, de mes tissus de façon optimale. Donc, en périménopause, il faut accepter que, OK, ma silhouette va changer. Oui. Puis des fois, en fait, même des fois, on a le même poids, ça balance, mais notre corps est comme constitué vraiment différemment. Là. Ça bouge, la composition des fesses, de la bédaine, des triceps, ça change aussi. Mais il y a un passage, il y a un petit gain. Et la frustration que les femmes expriment, c'est que elles vont se mettre à avoir une diète un peu crève-faim. Là. Elles vont penser qu'il faut couper dans l'assiette. Il va falloir s'entraîner encore plus fort, il va falloir transpirer d'autant plus.
surplus, tu sais. Puis ce petit gain-là ne partira pas. OK? C'est le surplus qui peut... puis encore là, faut pas tomber dans une augmentation du cortisol, là, parce que des fois, l'entraînement, c'est pas 100% une garantie que tu vas maigrir, là. Donc, il faut regarder. Mais c'est le moment, disons, le plus difficile pour une femme, disons, à 48, 50 ans, de dire, OK, je me suis jamais entraînée de ma vie. Là, je sens que mon corps change, je commence à développer une bédaine. Bon, ben, go, là, je me lance. Elle peut sentir que c'est beaucoup moins performant. OK? Il y a plus tant de baguettes magiques. Et encore là, c'est mon estrogène qui optimise mon rendement au gym. Fait que c'est ce qui fait que dans la vingtaine ou début trentaine, je m'entraîne, puis bon, ben tu sais, c'est ça, ma silhouette va bien, j'ai une bonne découpe musculaire, j'ai une bonne forme, j'ai une bonne endurance, puis que tu peux prendre le même entraînement, puis le transposer dans une femme qui est en déclin d'hormones, puis elle va voir que le sport, ça reste bon, on s'entend, là. Je n'ai que des fleurs pour l'activité physique, mais c'est beaucoup moins rentable en manque d'estrogène. Donc, c'est ce qui fait que les femmes peuvent souvent se décourager en disant, mais moi, je fais tellement d'efforts, tu sais, puis faut pas se comparer avec nos chums, là. C'est deux métabolismes, deux systèmes hormonaux. Quand même, on a les mêmes hormones, mais les ratios étant différents, ça donne des métabolismes différents. Et c'est là souvent que les femmes vont dire, mais pourtant, tu sais, je fais vraiment ce qu'il faut, mais c'est pas aussi payant. C'est ça. Fait qu'il faut optimiser justement cet équilibre-là de l'estrogène. Puis, bon, grosso modo, ce qu'on peut faire, c'est évidemment comme herboriste, moi j'aime les plantes médicinales et donc il y a des plantes qui sont très intéressantes pour optimiser, maintenir l'activité au moins ovarienne le plus longtemps possible. Pour moi, c'est une bénédiction, les menstruations. Je comprends aussi que pour plusieurs femmes qui sont très symptomatiques, là, ça peut être une bénédiction, la ménopause, là, bien sûr. T'sais. Mais quand on regarde de façon physiologique les bienfaits de cette hormone-là, de l'estrogène, ben, on réalise qu'elle est vraiment précieuse. Donc, on a des plantes médicinales qui nous permettent de transiger vers cette, en tout cas, maintien ou en tout cas, maintenir de façon le plus optimale et adapter possible le métabolisme là, selon notre âge. Fait que rapidement, je peux nommer, il y a des isoflavones de soya. Idéalement, il faudrait qu'elles soient déjà transformées. On appelle ça plus de la génistéine pour qu'elle soit plus optimale. Donc, de la génistéine, par exemple, il y a des plantes qui se nomment de la rhubarbe de Sibérie, qui est fort intéressante, qui vient cibler les récepteurs d'estrogène, puis qui maintient une genre d'activité de prolifération cellulaire, mais beaucoup moins importante que si je prenais des hormones, par exemple, bioidentiques. Les plantes contiennent des molécules qui miment un peu l'effet. Elles ont une structure qui s'apparente aux hormones, mais ce ne sont pas des hormones, donc ça donne pas le même rendement, mais ça permet vraiment de transiger avec un peu plus de douceur. J'ai aussi Lactea grappe noire, qui est une plante qui est très populaire. Donc, il y a des possibilités. Il y a mon assiette aussi, je peux favoriser. Il y a des types de fibres qui sont hyper importantes pour être capable d'amener mon équilibre ou en tout cas atténuer cette baisse-là d'estrogène, la graine de lin extraordinaire, la graine de sésame, par exemple. Donc, ça, c'est des choses qui sont accessibles. C'est pas très coûteux, là. C'est ça. Il existe plusieurs petits trucs qu'on peut rajouter à son assiette pour mieux gérer ce déclin-là, qui est le passage obligé, le déclin progressif des hormones pour pas que ce soit un gros tsunami puis que ce soit une petite tempête en douceur, là, atténuée. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire entre autres, mais même si on va noter que le sport est peut-être moins rentable, c'est pas une raison pour arrêter parce que là, on a tous les bénéfices secondaires, tu sais, même si on sent que on n'a pas une découpe musculaire comme avant, ben pour le cardiovasculaire, pour la santé cognitive, pour l'humeur, pour l'immunité, il y a tellement... Il y a la masse musculaire qui chute énormément aussi, fait que d'en garder un minimum, c'est tellement important, là, c'est un gage de santé puis de longévité, là, fait que... Oui, puis... Ça serait, moi, en fait, si j'avais peut-être je sais pas, un genre de mantra à rentrer dans la tête des femmes, c'est peut-être d'arrêter de peut-être chercher à, coûte que coûte, à tout prix, la perte de poids pour plutôt gagner de la force musculaire. Ouais. Parce que c'est ce qui va te permettre de transiger en âge avec beaucoup plus de stabilité, avec beaucoup plus d'autonomie. Et comme tu l'as mentionné, à partir de 40 ans, on a une fonte musculaire progressive à la masse maigre, qui n'est pas du gras, donc diminue d'environ 0,7 %. Puis ça, c'est par année, là.
Fait qu'on s'entend que de 40 à 60, j'ai pas les mêmes capacités musculaires. Et ça, c'est en lien aussi avec la chute de nos hormones. Fait que c'est sûr que à un certain âge, les hormones, ils quittent le navire progressivement. Ben, si je maintiens l'activité physique, je peux détourner, la chute va se faire, mais je peux l'adoucir en maintenant, comme tu le mentionnes. Ben, si j'ai besoin d'estrogène pour faire des bons muscles, puis que là, mon estrogène quitte, ben, le sport, c'est une façon de maintenir ce que j'ai, puis d'atténuer cette perte-là. Fait que il faut mettre nos running shoes, on n'a pas le choix, il faut regarder le contenu de l'assiette, il faut gérer son stress. Et le gros défi aussi, c'est il faut dormir. Et ça, c'est l'insomnie au féminin. Là, ça, c'est quelque chose qui fait un boom là, autour là, de 40, 45. C'est là que les femmes commencent à noter. Oups, là, attends une minute, je me réveille de façon vraiment plus soutenue. J'ai des micro-réveils. Je me rendors, mais ça fait pas une bonne nuit profonde. Là. Puis bon, quand j'arrive avec des symptômes de bouffée de chaleur ou de transpiration nocturne, par exemple, ben là, ça c'est un saboteur aussi de qualité de sommeil. Là. Mais c'est pendant la nuit qu'on maigrit. Et à la base même de, tu sais, dans cette idée-là d'atteindre un certain équilibre hormonal, ben à la base, c'est dormir, c'est de réguler son cycle circadien. Puis dans le sommeil, je vais être capable d'activer un paquet de facteurs de santé pour mieux gérer mon assiette. Le sommeil est anti-diabétique. Si je ne dors pas, je marche de façon plus accélérée vers le pas du diabète, par exemple, des maladies métaboliques, du surpoids abdominal, puis bon, tout ce qui va venir avec inflammation et tout ça, espérance de vie, cancer, blablabla. Donc, j'ai besoin absolument de dormir. Et quand je dors, je suis capable de mieux gérer mon stress, je suis capable de mieux gérer mon insuline. Même tes hormones de faim, de satiété sont plus régulées. C'est clair. Puis ça, là, c'est de la théorie, mais concrètement, Claudia, on le sait. Quand on a mal dormi, on a mangé. T'es grignoteuse le lendemain, tu cherches de l'énergie, c'est un comportement compensatoire, tu sais. Fait qu'on le sait, on le voit bien, là. On n'a pas les mêmes comportements puis les mêmes choix alimentaires quand on dort des bonnes nuits que quand on a passé ça sur le carreau. Absolument. Fait que là, le défi aussi dans cette transition-là hormonale, c'est de dire, bon, ben, le dodo. Puis je dirais qu'à ce niveau-ci, là, toutes les avenues sont bonnes tant que tu dormes, là. Parce que c'est vraiment j'allais te poser la question, tu sais, il y a plein d'affaires qu'on le sait qu'on devrait faire, qui nous aideraient pour notre sommeil. On le fait pas toujours, tu sais, les écrans, puis sortir dehors le matin pour s'exposer à la lumière naturelle, pour justement embarquer notre rythme circadien, gérer notre stress, peut-être faire du journaling, la méditation, se calmer. Avoir une ambiance qui est propice au repos, la température, tu sais, tous les trucs, là. J'ai fait des podcasts là-dessus, on l'entend, on le fait tout à 100%. Non, ça, c'est un problème un défi d'habitude de vie. Mais est-ce que toi, tu as des trucs peut-être qui sortent de l'ordinaire ou peut-être des plantes, justement, qui pourraient nous aider dans notre optimisation du sommeil? Oui, absolument. Ben, tu sais, ce que tu mentionnes, hein, d'instaurer un genre d'hygiène du sommeil, hein, c'est primordial. Puis c'est vrai que, tu sais, quand on regarde, là, en toute honnêteté, là, tout ce qu'on devrait faire, là, ben, on n'aura jamais le temps de travailler dans nos journées. C'est une job à temps plein, là, tu sais, avoir une vie naturopathique équilibrée. Là, une routine matinale de 4 heures ou une routine du soir d'un autre 4 heures. Mais bon, mais c'est pour ça qu'il existe des solutions, là, tu sais, des coups de pouce, disons, là, mais tu sais, n'importe quelle plante ou supplément, là, c'est un complément, hein? C'est un supplément à ce que les habitudes de vie viennent instaurer. Fait que pour moi, c'est pas d'avoir une vie, tu sais, avec des choix délétères puis penser que je peux juste boire de la camomille puis tout est réglé, là. C'est ça, exactement. C'est un tout, c'est un ensemble. Donc, oui, tous les comportements le soir, hein, s'exposer peut-être à des écrans, comme tu le mentionnes, la lumière bleue, à faire du stress ou peut-être faire du sport plus intense le soir ou avoir des discussions anxiogènes ou, bon, regarder des films d'horreur, je sais pas, là, peu importe. Dormir dans un endroit trop chaud, bon, dormir avec un ronfleur ou une ronfleuse, là, il faut faire attention à ça. Mais effectivement, dans les suppléments ou les plantes, ben les plantes calmantes, il y en existe énormément. C'est très peu coûteux, hein. Bon, on peut y aller par tisane. Encore, faut avoir une bonne vessie là si on prend ça juste avant d'aller au lit.
Mais on a la passiflore, on a la mélisse, on a, bon, oui, la camomille, ça c'est un classique, disons, là. On peut prendre des plantes aussi qui sont adaptogènes. Les plantes adaptogènes sont des plantes qui vont aider le corps à s'adapter au stress. Puis, tu sais, stress étant pas nécessairement juste qu'on va vivre de façon, disons, psychologique, là, le stress, mais tout ce qui est physique aussi. Donc, les transitions, hein, passer d'un état de veille à un état de sommeil, par exemple. Donc, qu'est-ce qui peut te permettre à transiger dans ton quotidien avec plus de résistance et plus d'adaptation? C'est ce qu'on nomme ces plantes-là adaptogènes. Donc, là, ça dépend. Il y a du rhodiola qui est fantastique, qui est un anxiolytique extraordinaire, qui est un antidépresseur. Il y a l'ashwagandha qui est peut-être un petit peu plus connu. Ouais. L'ashwagandha qui va permettre de transiger dans les cycles de sommeil avec un petit peu plus de soutenance, donc passer d'une étape à une autre. Il y a une architecture là, dans le sommeil, donc ça nous permet de passer d'une étape à une autre sans trop se réveiller. Ça permet aussi d'optimiser l'énergie le lendemain. Avec l'ashwagandha, il y a le ginseng sibérien, moi que j'adore, c'est ce qui te permet de faire plus à partir de moins. Fait que si t'as pas super bien dormi, ben t'es pas trop fatigué. Si tu digères pas trop bien, ben t'es capable de passer à travers ta journée là, tu sais, sans piquer du nez ou tu sais. Fait que c'est une plante qui te prend un peu par la main puis qui dit garde, ça va aller, on va passer à travers, on va s'adapter puis fait que c'est une bonne plante aussi à considérer. Il y en existe multiples, on a aussi bien sûr tout ce qui est calcium magnésium qui est un classique pour le système nerveux. Pour l'influx nerveux, tout ça. Il y a la théanine, il y a le GABA. Ça, c'est un couple que j'aime beaucoup. La théanine vient travailler à augmenter ce qu'on appelle les ondes alpha au niveau du cerveau. Les ondes alpha sont les ondes de méditation, de détente, de grande vigilance, mais détendue. Hein? Fait que t'es pas... c'est pas un somnifère, c'est pas un hypnotique. Donc, le GABA, là, la théanine, pardon. La théanine, c'est quelque chose qu'on pourrait donner à quelqu'un qui a un TDAH, par exemple. On pourrait lui proposer pour être capable d'être plus centré, plus, comme on dit en anglais, collected, là. C'est ça, plus centré pour passer à travers sa journée, être moins sollicité là, par mille et une choses, être un peu plus focus. Mais pour la transition vers le dodo, ça aide énormément parce que les ondes alpha font opposition aux ondes bêta qui sont les ondes de stress qui t'empêchent de dormir. C'est ça. Fait que ça te permet de te mettre dans un mood un petit peu plus de méditation ou de détente, de calme intérieur. Puis, ça vient cibler les récepteurs GABA. Les récepteurs GABA au niveau du cerveau sont les inhibiteurs nerveux. Donc, c'est ce qui te permet de me détendre. C'est l'antipanique. J'ai aussi du GABA qui se vend à croquer ou à avaler aussi. Là. Puis ça fait un bon combo. Des fois, j'aime bien mettre le magnésium là-dedans parce que c'est ça. C'est le grand trio du système nerveux. Mais il existe multiples, là. L'idée, c'est pas de vous faire une liste d'épicerie non plus aujourd'hui. Là, moi, je prône l'accompagnement personnalisé. Absolument. Plus que des conseils coin de comptoir, là, mais si vous avez un souci de sommeil, puis que vous avez déjà essayé multiples choses, puis mon Dieu, ça marche pas, ben c'est peut-être le temps de consulter parce que c'est ça peut vous faire une économie d'essai aussi, là. Puis, il y a la fameuse mélatonine hein, aussi. C'est la classique. On la nomme hormone du sommeil. En fait, c'est un grand régulateur métabolique. Ça va bien au-delà du sommeil. C'est juste que la mélatonine remplit ses fonctions au moment où tu dors. Donc, elle nous endort pour faire sa job. Puis la mélatonine, c'est elle qui fait opposition au stress, au cortisol. Mais le cortisol va toujours gagner. Hein. Dans tous les affrontements entre hormones, si le cortisol, c'est lui qui est dominant, c'est toujours lui qui gagne. Donc, si je suis stressée, j'ai beau prendre énormément de mélatonine, le cerveau voudra pas passer en mode repos parce que pour lui, il évalue que je suis en mode survie, donc j'ai besoin d'être en hypervigilance et tout ça. Il faut voir le contexte, hein, fait qu'il n'existe pas, disons, un supplément parfait pour tout le monde. Hein. On a vraiment une approche plus... on va se fier à la biochimie individuelle des gens, tout ça. Mais mélatonine, ça reste quand même une bonne clé. Puis quand ça marche pas, faut se poser des questions sur qu'est-ce qui empêche cette mélatonine-là de fonctionner. Exact. Et là, on va regarder dans les habitudes de vie ou dans l'hygiène de sommeil ou le facteur stress. Là. C'est incroyable comment ça revient toujours à la base puis aux fondations de la santé.
Tout le temps. Tu sais, les podcasts, les livres, les conférences auxquelles j'assiste, oui, on a un discours peut-être un peu différent, plus poussé quand on parle d'hormones féminines ou quand on parle de TDAH ou quand on parle de maladies inflammatoires ou quand on parle, mais à la base, on dit toute la même chose ou presque. Tu sais, sommeil, gestion du stress, bouger puis manger intentionnellement. Les habitudes de vie, Claudia, c'est le terreau, les habitudes de vie. Tu peux créer de la grande santé puis de la grande maladie avec des habitudes de vie. Hein? Fait que c'est la base même. Tu peux pas penser vivre une vie déséquilibrée puis pas avoir de conséquences. Hein? Fait que c'est ça. C'est la raison pourquoi que j'ai choisi la naturopathie, en fait. C'est pour le côté d'autonomie aussi, hein, puis de contrôle ou en tout cas d'action, de devenir proactive puis d'évaluer comment tous ces aspects-là d'habitude de vie, là, ben, c'est ce qui forge ton potentiel. Absolument. Autant pour ta préménopause que pour vivre une longue vie en santé et épanouie. Ah, merci, c'était tellement clair, super bien expliqué. On en veut plus. Donc, où est-ce qu'on peut consommer ton contenu, que ça soit des collaborations que tu as faites? Je sais que tu as une clinique aussi éducative aussi, donc beaucoup de ressources. Fait que parle-nous un petit peu de ces offres-là, ces services-là, puis ces endroits-là où est-ce qu'on peut en apprendre plus sur tous ces beaux sujets que tu abordes. Oui, donc j'ai mon site web donc qui est véroniquebourbeau.com. Véronique Bourbeau. Donc vous pouvez voir là, il y a des vidéos là-dessus, il y a des podcasts, donc de l'audio, il y a des articles que j'ai écrits dans différentes revues ou journaux et tout ça. Fait que vous avez comme une médiagraphie intéressante là. Sinon, oui, en 2018, j'ai fondé la clinique intégrative du Haut-Richelieu, cliniqueintégrative.com. Donc moi, je ne prends plus il faut que je le précise, là. Moi, ça fait quelques années là, que je suis sursaturée. Donc, je ne prends plus de nouveaux clients, mais j'ai la chance d'être professeure, moi, dans les deux écoles de naturo, disons, scientifiques, là, que les deux meilleures écoles, selon moi, de naturo à Montréal. Donc, j'enseigne depuis 15 ans. Et l'avantage, c'est que depuis 15 ans, ben, je côtoie les cohortes de naturo et tout ça, puis quand je vois des petites perles ici et là, ben je les laisse travailler, puis quand ça fait un bon 5-6 ans qu'elles roulent leur bosse, puis elles ont fait leurs dents, comme on dit, là, ils ont leurs épaulettes, là, ben je les recrute et c'est ce que je propose dans la clinique intégrative. Donc c'est vraiment des sommités, là, c'est une équipe extraordinaire, là, des perles, des perles qui se sont vraiment démarquées dans leur parcours, là, par leur rigueur, leur capacité de synthèse, leur compréhension de la physiologie, tout ça. Donc, vous avez vraiment, la crème de la crème, là, au niveau de la clinique. On se concentre beaucoup en naturopathie. On a quand même travail social aussi, on a de la nutrition, on a de l'homéopathie, mais on est surtout en naturopathie. Et toutes mes collègues sont aussi expertes en hormonaux, donc en équilibre hormonal, en gestion de poids et tout ça. Là, elles sont obligées de suivre toutes mes formations de toute façon. Fait qu'on a le même discours. Puis j'ai aussi avec ma collègue, ma partenaire d'affaires et amie maintenant, Dr Lynn Deshôtels, qui est une médecin médiatique beaucoup pour pour son expertise en hormonothérapie. Elle a écrit un livre avec Isabelle Huot là, sorti à la fin 2023, Comment mieux vivre la ménopause. Donc c'est ma partenaire et ensemble on a mis au monde un projet qui nous tient vraiment à cœur, qui s'appelle Ma santé mes hormones, masantémeshormones.com, qui est une plateforme d'éducation sur l'équilibre hormonal. Parce qu'avec le vent, le vent d'information qui est venu avec l'automéno, entre autres, avec le documentaire de Madame Cloutier, ben ça l'a créé un engouement, ça l'a démocratisé énormément l'univers hormonal pour que les femmes puissent se poser la question, ben coudonc, c'est-tu un problème hormonal, mon affaire? C'est ça, je suis pas folle dans le fond. T'sais. Exact. Puis de regarder ça avec des lunettes de possibilités. Ce qui se passe avec le documentaire, bon, ça a démocratisé, ça l'a ouvert aux discussions, tout ça, mais ça l'a pas nécessairement formé plus de professionnels sur le terrain pour être capable d'avoir un dialogue puis de créer une alliance vraiment de participation entre
patients puis professionnels. Donc, on a pris la balle au bon puis on a dit, bon, ben nous, ça faisait à ce moment-là 25 ans de carrière respective, donc 25 ans de naturopathie concentrée sur les hormones, puis elle, 25 ans de médecine aussi avec son expertise en hormonaux. On se dit, ben nous, on croit en une approche intégrative, donc on va intégrer ça. On va faire cette approche-là, on va le proposer au Québec. Puis la plateforme est autant pour les femmes qui veulent comprendre ce qu'elles vivent, elles veulent obtenir des réponses à toutes leurs questions. Puis c'est autant pour les professionnels de la santé parce qu'on a vraiment des degrés plus faciles, dans des modules plus axés vers les professionnels, mais pour permettre justement aux professionnels d'être aussi mieux formés. C'est ça. Puis de comprendre c'est quoi l'information parce que l'hormonothérapie ou l'univers des hormones là, c'est pas enseigné. C'est pas enseigné au niveau médical. Là. C'est vraiment une expertise que le médecin doit développer par lui-même, par intérêt. Tout ce qui est équilibre, j'entends, parce que c'est sûr qu'on a nos gynécologues, là, bien sûr, là, c'est ça, puis on a nos endocrinologues, mais la santé hormonale, l'équilibre hormonal, ça, c'est un champ d'expertise qui revient à chacun de développer. Donc, on se dit, bon, ben, go, on y va. On aide les femmes à mieux comprendre, puis on accompagne des professionnels à développer cette expertise-là. Donc, masantémeshormones.com. Félicitations pour ce beau parcours et toutes ces ressources-là qui aident et vont continuer d'aider, c'est sûr, tellement de gens, là, on en a besoin, puis quand c'est bien synthétisé, bien expliqué comme ça fait du bien à entendre, c'est sûr. Moi, je prends plein de notes mentales là, pour mon futur, fait que mon présent et mon futur, fait que merci. Véronique, il me reste une question à te poser que je pose à toutes mes invités en fin de conversation. Est-ce que tu as une citation préférée? Ça serait laquelle et pourquoi? L'avenir est ce que vous faites maintenant. Bonne chance. Vous êtes imputable. Non, mais c'est une phrase de Gandhi que je répète souvent, puis c'est sur mon site web aussi parce que j'y crois. J'y crois que l'avenir c'est pas juste quelque chose sur lequel on a aucun pouvoir, hein. Puis ce qu'on fait pas aujourd'hui va avoir un impact pour plus tard, hein. Bon gré mal gré. Donc pour moi, oui, l'avenir est ce que vous faites maintenant. Ce qui va complètement en alignement puis en lien avec justement l'intégration des saines habitudes de vie maintenant pour se donner encore une fois toutes les chances, les opportunités en fait là, de vieillir en santé avec pas trop de symptômes à la préménopause. Voilà. Good. Merci Véronique. Bienvenue Claudia.